Le Conseil économique, social et environnemental, c'est la troisième assemblée constitutionnelle. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et ensuite le Conseil économique, social et environnemental. Il est composé depuis la dernière révision constitutionnelle à parité, hommes-femmes, de la totalité des représentants des organisations syndicales, patronales et salariales, donc le MEDEF, la CGPME, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, et la totalité des syndicats représentatifs des salariés, les associations, les mouvements familiaux, des organisations de la jeunesse et du mouvement étudiant, mais aussi les environnementalistes et les écologistes. Il peut être saisi par le gouvernement ou par le Parlement sur toute loi de programmation concernant l'économie, le social et l'environnemental. Il émet des avis, il peut évaluer les politiques publiques, il peut être aussi saisi par les citoyens sur des sujets qui ne sont pas déjà en débat au Parlement. Sinon, on ne peut pas répondre à la pétition. Et nous avons un certain nombre de sections, 9 sections, et nous travaillons sur des sujets qui soit concernent le futur. J'ai souhaité 3 directions au Conseil économique, social et environnemental. La maison du temps long. Qu'est-ce qui est en train de se passer et auquel il faut nous préparer? La maison du dialogue et la maison des citoyens. D'abord, il ne faut pas prendre l'économie circulaire comme un gadget parce que quel est le constat actuellement? Le constat, c'est que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. Si nous acceptons l'idée de la crise, ça veut dire que quand on sortira de la crise dans 4 ou 5 ans, on retrouve la situation ex ante. La société n'aura plus rien à voir. Et c'est la 3e fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a une variation profonde des modes d'énergie et des modes de communication. Cheval-vapeur, l'électricité, Internet, ça va bouleverser pendant 20 ou 25 ans, crise politique et transformation extrêmement perturbante des systèmes économiques. La deuxième chose, c'est que nous sommes aujourd'hui à la limite de notre société dite de consommation et dite de production classique. L'empreinte écologique, nous l'avons dépassée déjà depuis quelques années. Et donc notre planète aujourd'hui, dans un système qui consisterait à extraire des matières premières, à les transformer, à les valoriser, à les vendre, à les consommer et à jeter, est un système qui va à l'implosion. D'autant plus que nous avons oublié que nous sommes à 30 000 € par habitant, la Chine est à 5 000 €. Si la Chine a le niveau de développement, on explose tous les compteurs. On ne peut pas garder une production d'élevage si les Chinois mangent un peu plus de viande, la totalité du pétrole sera consommée par le nombre de voitures, etc. Donc nous sommes dans une équation impossible. Et en plus, tous les climatologues, et Jean Jouzel le premier, nous disent que, quelles que soient les décisions politiques, nous n'arriverons malheureusement pas à modifier le cours de l'augmentation de la température d'ici à la fin du siècle. C'est plus 1 à plus 2 degrés, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'Amazonie devient une savane. Donc, ce qui est totalement passionnant pour des jeunes comme vous, c'est que nous devons revisiter les équations et nous les reposer. Et l'économie circulaire repose cette équation, c'est-à-dire, dans une croissance faible dans laquelle nous sommes rentrés, est-ce qu'on peut être aussi heureux? Dans une matière première qui va devenir de plus en plus rare, est-ce que l'on peut continuer à nourrir une croissance en faisant en sorte qu'à chaque étape de la vie d'un produit, ce soit l'amorçage d'une matière première pour l'étape suivante? Et c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et on s'aperçoit que l'étude McKinsey, qui a été produite notamment par la Fondation Ellen MacArthur que je soutiens, c'est presque 400 milliards d'économies de biens de matières premières, c'est presque 7 à 800 milliards d'économies de biens de consommation, c'est des dizaines de milliards d'augmentation du PIB et des centaines de milliers de créations d'emplois. Et donc nous sommes là devant un business model tout à fait intéressant. Vous savez, il n'y a pas de politique qui ne peut se bâtir sans un business model. Et donc l'équation, c'est comment, en tant que vendeur d'eau, peut-on gagner plus d'argent en vendant de l'eau, en conseillant les clients et les consommateurs d'en consommer moins? Comment le défi alimentaire pour l'agriculture fait que l'on doit produire 70% de plus avec moins de sol, moins d'engrais, moins d'eau? Comment produire des voitures en consommant moins de matières premières, parce que dès la conception de la voiture, le recyclage sera prévu. Comment faire en sorte que le consommateur puisse avoir un coût qui internalise la vie d'un produit de façon à respecter le mieux possible les matières premières qui seront de plus en plus rares. Nous allons passer d'une société de l'abondance à la société de la pénurie. Si nous ne gérons pas cette pénurie, nous allons sur des tensions politiques
assez redoutable. On a oublié d'ailleurs que lors de la dernière élection présidentielle, l'Europe et les États-Unis avaient porté plainte contre la Chine pour la rétention de terres rares, puisque l'Organisation mondiale du commerce prévoit la commercialisation des produits, mais ne prévoit absolument pas le cas d'un pays qui ferait de la rétention de matières premières, qui pourrait mettre en péril la totalité, notamment des industries d'iPhone et des ordinateurs, puisque les terres rares font partie des matières premières nécessaires pour cette économie. Mais alors, dans ce contexte-là, quel est le rôle du CESE pour travailler sur cette thématique ? Alors, dans le temps long, le Conseil économique a beaucoup travaillé sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété énergétique. Une des questions politiques les plus redoutables au monde, c'est énergie et croissance. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis favorable, mais la nouvelle donne géopolitique du gaz de schiste aux États-Unis est en train de bouleverser complètement l'évolution économique. Si l'Europe n'a pas un débat sur l'énergie et l'industrie, il n'y a plus d'industrie énergivore en Europe dans 15 ans. Et donc nous avons absolument besoin, et en Allemagne le débat est très présent sur quelle est la protection que l'on doit donner ou la dérogation que l'on doit donner au secteur industriel pour faire en sorte que celui-ci qui est frappé par 1, le coût du travail et la compétitivité, 2, le coût de l'énergie, ne soit pas dans l'incapacité de relever les défis de compétitivité de l'industrie américaine ou de l'industrie du Moyen-Orient. C'est donc un sujet majeur. Deuxième élément, le Conseil économique, social et environnemental, dans ses projections du futur, indique très clairement que si nous acceptons le principe d'une croissance relativement faible, nous allons devoir passer de la société de l'acquisition à la société du partage. Le covoiturage, on ne pourra plus être propriétaire, donc comment construire des logements où le reste à vivre des locataires tout en donnant droit à la propriété à la retraite, c'est un élément intéressant. Et évidemment, dans l'économie circulaire, dans l'économie de la fonctionnalité. Votre génération, vous n'achèterez plus vos voitures, vous louerez vos voitures. Vous serez probablement locataire de vos maisons pour accroître la mobilité. Donc toutes ces données économiques d'une société qui était basée sur les 30 Glorieuses, avec un parcours professionnel, un parcours affectif, un parcours géographiquement stable, est aujourd'hui le contraire de l'économie dans laquelle vous rentrez, où chacun est mobile, chacun rebondit, vous allez faire plusieurs métiers, vous aurez plusieurs vies dans plusieurs endroits. Et donc cette notion de mobilité est un élément très passionnant, puisque votre jeunesse, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la remise en cause de l'existence. Si vous acceptez le principe de la métamorphose, le futur n'est pas la projection du présent, le futur est la contestation du présent. Et donc se remettre en cause, ça c'est l'apanage de votre génération, parce que vous arrivez avec des idées neuves, et c'est vrai que notre système français doit être frappé d'un changement culturel au-delà d'un changement de compétitivité, parce que forcément les gens du système n'ont pas envie de l'innovation, parce que l'innovation c'est la contestation du système. Et donc il va falloir que l'on révise nos méthodes pédagogiques pour l'école. Il ne faut plus obliger à apprendre, il faut aimer apprendre. Le management, il ne faut plus obliger à travailler, il faut aimer à travailler. Et les équations économiques, il faut tout revisiter sur le fait qu'aujourd'hui, eh bien, il faut trouver une économie de partage, une économie d'épanouissement, qui est un peu le contraire de la société de performance et d'acquisition qui est la nôtre aujourd'hui. Quelle est la place des jeunes ? Aujourd'hui, l'on voit bien le discrédit qu'il est porté sur la place politique, c'est que la fossilisation de la vie politique, on fait une carrière à 25 ans jusqu'à 65 ans, c'est la même chose dans le syndicalisme, fait que les jeunes ne se sentent pas toujours représentés dans les instances de décision. Or, la jeunesse, c'est une des forces essentielles dans une économie de la métamorphose. La force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est la créativité et l'innovation. La créativité et l'innovation, c'est forcément une jeunesse, pas forcément d'âge, une jeunesse d'esprit, une capacité de se remettre en cause. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, tout notre système de séquençage, vous n'êtes crédible qu'à partir de 25 ans. Quelle erreur! On voit des jeunes de 14 ans devenir milliardaires avec des logiciels, ou devenir vedette mondiale avec une mise sur YouTube de leurs chansons. Et on voit des personnes de plus de 70 ans être dans l'e-business de façon extrêmement performante, avec des ponts générationnels majeurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez, sur les territoires, il y a une fertilité extraordinaire. Toutes les innovations se font sur le territoire. Et la France est encore obsédée par tout ce qui est grand. Le grand roi, le grand politique, le grand journaliste, le grand cinéaste.
Ce qui est important, c'est peut-être tout ce qui est petit et qui peut devenir grand. Or, toute initiative a démarré dans un garage, dans une chambre, dans un bureau. Et ce qu'il convient, c'est que vous n'ayez pas, que la France retrouve le champ de l'aventure, la prise de risque. Nous sommes la France du siècle des Lumières, et aujourd'hui, c'est avec surprise que je constate que nos concitoyens considèrent le progrès comme un facteur de risque et non pas comme un facteur d'opportunité. Donc il faut que la France libère la force de ses territoires. Et dans la force de ces territoires, c'est à vous de vous investir. Vous avez l'habitude de travailler en réseau. L'économie collaborative, c'est aujourd'hui la marque de votre jeunesse. Il faut que vous appreniez à travailler de façon collective. Et là aussi, il faut peut-être que nous révisions nos méthodes, parce qu'à l'école, on vous apprend un travail personnel, vous êtes sanctionné sur des résultats, quand votre parcours professionnel sera un travail collectif avec des objectifs. Donc vous devez trouver cette culture du collectif et de l'individu, de l'unité et de la diversité et de l'innovation. Et donc c'est vous, les jeunes, qui avez vocation à créer un esprit de jeunesse, mais pas jeune en termes de classe d'âge. Ce qui me paraît important, c'est pas la jeunesse ado, c'est la jeunesse d'esprit. Avoir ce goût de l'aventure, cet enchantement du futur et ce refus de la banalisation de l'intelligence de l'homme. Et donc vous avez à inventer, à imaginer, à secouer, à vous approprier un certain nombre d'initiatives, parce que c'est la force des territoires qui donnera à la France des solutions. Alors c'est une très belle phrase de Teilhard de Chardin. L'avenir appartient à celles et ceux qui donnent à la jeunesse les raisons d'espérer. La seconde, c'est que l'économie circulaire, c'est le moyen de régler les impasses dans lesquelles nous sommes. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où on sait qu'on est dans l'impasse, soit on accepte cette solution, et c'est le chacun pour soi, ou au contraire, on se mobilise pour trouver des espérances collectives qui peuvent rééclairer les espérances individuelles, et c'est le chacun pour tous. Et je trouve que ça, c'est l'art de la jeunesse. Pour répondre à ce que disait Céline, il n'a plus assez de musique dans son cœur pour faire danser sa vie. C'est un peu ce que l'on constate aujourd'hui dans la désespérance collective dans laquelle se trouve un certain nombre de pays. Je trouve que le moment de la jeunesse, c'est la joie, c'est l'espérance. Et c'est ce à quoi je vous invite les uns et les autres. Nous avons besoin d'engagement. Soyez engagés, parce que c'est au moment des engagements que l'on se sent responsable. Et c'est quand on est responsable qu'on se sent fier. Soyez fiers de ce que vous êtes.